Oh, Ya, merci pour ce moment où nous allons encore te donner gloire, ce moment où nous allons, en parlant de toi, te rendre un culte, pour que les concernés, qui sont les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les Bantous, puissent se réveiller, puissent ouvrir leurs yeux spirituels pour contempler la vérité qui se trouve en toi, oh Ya. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité envers nous. Merci parce que, avec le peu de moyens que nous avons, tu nous permets, Seigneur, de divulguer le message de la fin des temps. Et nous prions pour que ta sagesse et ton intelligence nous remplissent nos cœurs, notre esprit, nos pensées, nos lèvres, nos yeux, nos mains, nos oreilles, pour, Seigneur, que nous soyons à ton image et que nous préparions, Seigneur, la venue du grand roi, le Messie, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit infiniment béni. Amen. Les victimes étaient adeptes du calendrier Maya, qui annonce la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Tu ne me croiras jamais. J'espérais que nous aurions plus de temps. Le monde, tel que nous le connaissons, est sur le point de disparaître. Ça commence. Les Mayas le savaient. La Bible, c'est la fin du monde, mes amis. Yellowstone est devenu le plus grand volcan du monde. Papa, t'as vu? Qu'est-ce que c'était? Ne retourne pas, regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur? Il faut rejoindre l'aéroport. Hé, regardez. Où est-ce qu'on va? Les gouvernements construisent des vaisseaux. Le jour où nous cesserons d'aider notre prochain, à ce moment, nous aurons perdu notre humanité. Mes chers bénis de Yah, avant tout, je vous présente mes excuses parce que c'est une vidéo que j'avais mis sur YouTube il y a quelques jours, voire quelques semaines maintenant, mais que vous n'avez pas pu la voir. Pour quelle raison? C'est parce que dans cette vidéo-là, j'avais pris les extraits, en fait, l'extrait que je viens de vous montrer. En fait, j'avais pris carrément le film, d'accord? J'avais téléchargé le film et j'avais pris des séquences, hein, les séquences vers la fin du film. Ouais, en fait, les séquences de la fin du film, en fait, pour vous interpeller sur quelque chose qui disait à la fin du film. Que là, malheureusement, on ne le voit pas dans l'extrait. Mais en fait, voilà, ça parle de ce film-là, hein, 2012. Ça parle, voilà, de la fin des temps, d'accord? Et voilà, il le montre pas, mais à la fin de ce film, d'ailleurs, je vous recommande de le regarder. Vraiment, vous allez voir qu'il y a un message subliminal, il y a un message qui est très important, que ça doit attirer notre attention à tous.
C'est qu'en fait, à la fin du film, vraiment à la fin, hein, donc c'est vraiment le dernier discours des habitants, dernier discours des commandants de bord et la dernière image. En fait, le film nous montre, voilà, qu'il y a eu, voilà, catastrophe naturelle, etc. Bon, c'est le jugement divin, hein, d'accord? Et que, en fait, toute la terre entière, tous les continents sont détruits, à part un seul continent, c'est l'Afrique. Et en fait, tous les vaisseaux, il y en a, je crois, il y en a quatre ou cinq, je me rappelle plus, trois, je crois, trois vaisseaux, dont un vaisseau qui comporte des centaines et de milliers de personnes, d'accord? Donc en fait, tous ces vaisseaux-là se dirigent vers l'Afrique, justement. Vous voyez, ils se dirigent vers l'Afrique. Donc en fait, après, j'avais développé justement, ben, pourquoi l'Afrique? Pourquoi seule l'Afrique, le continent, a été épargné? Hein, c'est pas anodin. Hein. Donc, vous savez tous hein, que quand les Américains font des films, d'accord, hein, l'industrie cinématographique est contrôlée hein, par justement les Illuminati, les francs-maçons, et ils font passer des messages. Hein, ils font passer des messages. Et c'est à nous maintenant de saisir les messages, de saisir les codes. Hein. Quand tel acteur dit telle phrase, ça a été travaillé. C'est pas dit, c'est pas sorti au hasard, c'est pas anodin. Pareil, quand ils mettent telle image ou telle scène d'action, tout ça c'est travaillé. Vous voyez? Et je vous recommande de regarder ce film. Vous allez voir, vous regardez même juste la fin si vous voulez, ça vous intéresse. Vous allez voir qu'ils partent en Afrique. Et le scientifique, il parle et il dit que, voilà, seule l'Afrique a été épargnée justement par le déluge. Vous voyez? Donc, pourquoi l'Afrique a été épargnée? Vous voyez? Donc, avant de parler de pourquoi l'Afrique a été épargnée, après j'avais développé, j'avais dit que voilà tout le monde entier en fait a été englouti, mais c'est pas en fait la fin du monde. Enfin là dans le film il faut croire que c'est la fin du monde, voilà, de l'humanité et tout ça. Mais on comprend en fait dans le spirituel, parce que la preuve en est c'est que on est encore vivant, on est encore vivant. Donc 2012 c'est passé, c'était il y a 4 ans. Mais en fait ils ont voulu faire croire aux gens que voilà ils parlaient de la fin du monde physique, vous voyez. Mais en fait, c'est pas ça. Dans le spirituel, on comprend en fait, qu'est-ce qu'on comprend en fait? On comprend que, en fait, à partir de 2012, il parle de la fin du règne des nations. Et que, en fait, ils commencent à ressentir ces nations qui commencent à être dans le déclin. Il suffit de voir ce qui se passe dans le monde. Tous les pays sont développés, mais regardez tout ce qui se passe, les maladies qui se passent au sein de l'Europe et de l'Amérique, alors que eux qui veulent détruire l'Afrique par la maladie, c'est eux qui se font tuer par la maladie. Vous voyez? Regardez un exemple, si je peux vous conseiller, vous regardez l'émission sur la 5, vous allez voir toutes les sortes de maladies qui existent, et ce sont des maladies qui sont en France, hein, donc en Europe, des maladies bizarres avec des noms inconnus. Vous voyez? Il y a plein de choses qui se passent. Regardez les guerres qui se passent entre eux, des guerres politiques et même des guerres physiques entre eux. Quand vous regardez aussi la crise, les gens qui se suicident, regardez le taux de suicide, le taux de personnes qui sont dépressifs. Hein. La France est le pays numéro un. Regardez toutes ces choses qui se passent, ils sentent en esprit qu'ils sont dans le déclin. Après, ils ont vu symboliser ça dans le film par voilà, les déluges, les montagnes et tout, qui sont en train de détruire tout le monde. Mais ça, c'est sur le plan spirituel. Parce que sur le plan physique, c'est Isaiah qui va descendre et qui va faire ça. Mais là, vous voyez que c'est pas encore vraiment la fin du monde. Et après, déjà, ça peut pas être la fin du monde parce que quand le Seigneur va descendre, personne ne pourra échapper, d'accord, à la destruction de Isaiah contre les nations. Et là, on voit que dans le film, bon, ils arrivent à s'en sortir. Ils avaient déjà préparé des vaisseaux pour justement surmonter cette épreuve du jugement divin, hein, comme si tu pouvais toi échapper au jugement divin, hein, d'accord? Non, c'est pas ça. C'est juste que en fait, le Seigneur est en train de manifester son jugement en fait dans le sens où c'est le déclin maintenant petit à petit du règne des nations. Et ça, ils l'ont compris. Et comme ils savent, d'accord, que le peuple
élu de Yah est en Afrique. C'est pour ça que Yah dit, quand vous lisez dans Deutéronome 11, qui dit qu'il a les yeux fixés sur sa terre. Et sa terre, qui est la terre de Cam, quand vous prenez dans le psaume, la terre de Cam, donc la terre de Canaan, enfant de Cam, qui a été donnée aux Israélites. Donc c'est pour ça que toute cette partie d'Afrique, où il y a même justement le jardin d'Éden, où on dit que c'est le berceau de l'humanité, où là où toute l'histoire de l'humanité a commencé, c'est en Afrique. Et c'est là où ça va finir, en Afrique. Et en fait, dans le film, on voit qu'ils se dirigent tous vers l'Afrique. C'est-à-dire que là, ils sont en train de nous dire que là, ils sont dans le déclin et qu'ils ont besoin de soutien. Soutien financier, etc., économique et tout. Et ils sont en train d'élaborer un plan pour, pour s'accaparer de l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la carte à 1 milliard. C'est un projet qui est élaboré par la Banque mondiale. Donc, qui dit Banque mondiale, vous savez, il y a qui derrière, les Rothschild, les Rockefeller et tout, qui font partie de la SDS, synagogue de Satan, ces faux juifs. Et c'est eux qui ont élaboré ce plan-là avec soi-disant l'accord de l'Union africaine. Donc, je pense que ça doit être des corrompus, des vendus. Si c'est vrai qu'ils ont accepté, ce sont des vendus. Pour justement, soi-disant, mesurer la richesse minière de l'Afrique. Voilà. Et après, soi-disant, collaborer pour aider l'Afrique à émerger, à sortir de la pauvreté. Alors que ça, on sait très bien que c'est faux. Parce que si vous voulez vraiment aider l'Afrique de sortir de la pauvreté, il l'aurait fait déjà il y a des décennies et des décennies. Donc ça, c'est encore une pilule pour faire passer aux Africains. Comme quoi, voilà, on va venir mesurer, on va venir étudier la valeur du sol de l'Afrique. Et avec ça, on va pouvoir justement bien travailler avec vous, tout ça. Et ça, c'est du pipeau, c'est la flûte. Regardez, tapez sur Google la carte à 1 milliard, la carte Afrique à 1 milliard. Vous allez voir de quoi il s'agit. D'accord? Si vous voulez, je vais vous mettre un petit extrait d'air. Je vais vous mettre un petit extrait de ce reportage-là. Vous allez comprendre c'est quoi cette fameuse carte à 1 milliard. Ok? Donc voilà. En fait, c'était ça le but de ma vidéo. C'était pour vous dire que l'Afrique est la destination finale de nos ennemis. C'est là qu'ils vont vouloir chercher à s'établir parce qu'ils savent qu'ils sont dans le déclin. Il faut qu'ils se réfugient quelque part. Et ils veulent se réfugier dans la terre sainte. La terre des Bantous, là où ils sont actuellement les vrais Hébreux, les enfants d'Abraham, Isaac et d'Israël. Donc voilà, c'était ça en gros. Donc préparons-nous parce qu'il se passe des choses terribles. Je vous mets tout de suite l'extrait. Je vous mets tout de suite, regardez la carte à 1 milliard. Regardez. Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. On connaissait la carte au trésor de Robert Stevenson. Eh bien voici celle de la Banque mondiale. Elle est baptisée la carte à 1 milliard. 1 milliard de dollars, c'est en fait la somme qui sera investie dans les prochaines années pour recenser toutes les richesses minières de l'Afrique et offrir ainsi au marché les trésors de la terre africaine. Pour la Banque mondiale, la carte à 1 milliard, c'est une magnifique opportunité pour les Africains. Un reportage de nos correspondants à Washington. La carte des ressources minérales de l'Afrique date en grande partie de l'époque coloniale, incomplète et imprécise au regard des techniques actuelles. Le nouveau projet, lancé par la Banque mondiale en partenariat avec l'Union africaine, pourrait d'ici 10 ans donner une idée globale précise des richesses du sous-sol du continent. L'homme à la tête de ce projet s'appelle Paolo Dessa. Selon lui, cette carte permettra aux pays africains de faire valoir leurs intérêts. Malheureusement, la plupart des gouvernements ne savent pas ce qu'il y a dans leur sous-sol. Nous pensons que s'il y avait une bonne connaissance du véritable potentiel en ressources minérales des pays africains, les gouvernements seraient en position de négocier de meilleurs contrats avec les compagnies d'extraction. Et cette carte, il faudra doter un fonds de centaines de millions de dollars pour sonder, coordonner, vérifier. La Banque mondiale avait elle-même lancé le surnom de carte à 1 milliard de dollars. C'était une expression pour attirer l'attention. Il était facile de s'y référer. Mais le chiffre ne correspond à rien de concret. Certains pensent que c'est la valeur des ressources minérales que l'on pourra découvrir grâce à ce projet. Mais nous pensons que la valeur des ressources qui peuvent être révélées peut être bien plus élevée que ça, de l'ordre de milliers de milliards de dollars.
D'autres estiment que c'est ce que coûterait la réalisation de cette carte. L'idée de base est que la géologie ne s'arrête pas aux frontières. Il faut donc une organisation au-dessus des États et des partenaires financiers pour porter ce projet. La prochaine étape attendue est l'aval formel de l'Union africaine. Une organisation au-dessus des États. Mais pourquoi ? Les Africains ne peuvent-ils pas gérer eux-mêmes leurs ressources naturelles ? L'Afrique est-elle prête à accueillir ce don de la Terre ? Pour le spécialiste de l'OCDE que nous avons rencontré, la réponse n'est pas évidente. Dans les sous-sols de l'Afrique gisent d'immenses richesses. Les Africains ne le savent pas, ni personne d'ailleurs. Une initiative de la Banque mondiale vise à recenser toutes les ressources naturelles du continent. Le projet est baptisé la carte à 1 milliard. 1 milliard de dollars, c'est la somme qui sera investie d'ici à 5 ans pour mener à bien ce projet. Car l'Afrique est en retard. 5 $ investis par kilomètre carré pour l'exploitation contre 65 au Canada, en Australie et en Amérique latine. Reste à savoir si c'est une chance ou une malédiction. Pour ce spécialiste de l'OCDE, c'est une chance. Il faut prendre ces richesses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de vraies richesses. Il ne faut pas en avoir peur. L'abondance de richesses ne nuit pas en tant que telle. La vraie malédiction, c'est celle des mauvaises politiques publiques. Pour l'OCDE, l'information est une arme qui impose la transparence. Savoir, c'est éviter les petits arrangements entre les entreprises et les gouvernants. Mais savoir, c'est aussi courir un risque. La découverte de richesses peut nourrir des conflits. Je ne pense pas c'est elle qui les crée, mais elle peut servir de détonateur à un certain nombre de conflits qui peuvent être très meurtriers. L'Afrique est-elle prête à recevoir ce cadeau de la Terre ? Sa gouvernance est-elle suffisamment solide pour résister à la pression et à la loi des multinationales ? Il faut bien comprendre que les ressources minières ou les ressources énergétiques en Afrique, elles ne sont pas exploitées par les États eux-mêmes ou très rarement, sauf en Afrique du Sud, par des entreprises africaines. Ils sont très dépendants des moyens technologiques et financiers de grandes entreprises européennes, américaines, chinoises, malaisiennes, que sais-je. Autrement dit, le citoyen africain est souvent exclu du partage des richesses. Les dirigeants politiques et les multinationales risquent donc d'être les grands gagnants de cette carte à 1 milliard. Bien, avec moi sur ce plateau, Grégoire Niodet, bonjour. Vous êtes chargé des questions financières au Secours catholique et Caritas France et vous êtes l'un des membres de la coalition internationale de la campagne internationale qui est intitulée « Publiez ce que vous payez ». Donc, c'est quoi votre démarche dans cette campagne internationale « Publiez ce que vous payez » ? Je pense que le titre résume très bien ce que ça veut dire. C'est une campagne qui est née donc, il y a une douzaine d'années pour justement demander aux compagnies du secteur extractif, donc mines, gaz, pétrole, et de plus en plus forêt, ce qu'elles versent au gouvernement pour qu'ensuite on puisse demander des comptes sur l'utilisation de ces ressources. Est-ce que ça a servi le développement réellement ou des dépenses d'apparat ou autre. Donc c'est de la transparence. C'est un processus de transparence. Donc c'est vraiment la première étape indispensable avant d'aller plus loin pour savoir si on gère bien ces ressources. Alors vous l'avez dit, ça a commencé en 2002, je crois, cette campagne. Oui. Aujourd'hui arrive cette initiative de la Banque mondiale avec ce titre un petit peu stevensonien, hein, la carte à 1 milliard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'Afrique est prête ? Je ne sais pas si on peut dire que l'Afrique est prête. Il y a plusieurs processus, notamment ces processus de transparence, qui peuvent permettre que ça arrive dans de bonnes conditions. Maintenant, je ne suis pas sûr que les gouvernements soient, d'une part, en capacité de bien négocier avec les compagnies pour derrière utiliser correctement ces ressources, pour faire respecter à la fois les droits, les problèmes d'environnement, les questions d'environnement, les conséquences que ça peut avoir auprès des populations environnantes des sites d'exploitation. Et puis ensuite, dans la gestion des ressources derrière, pour savoir si avec cet argent, ils vont plutôt acheter des hôtels particuliers ou de l'armement, ou financer des routes, la construction de centres de santé, former du personnel de santé, etc. Mais donc pour vous, c'est quand même bien de savoir ce qu'on a dans nos sous-sols. Ça peut être bien, mais si... Alors, c'est là où il faut peut-être faire la différence entre l'outil lui-même qui peut être utile
et l'utilisation qui en est faite. Et est-ce qu'il y a les compétences ou la volonté politique, surtout dans des pays comme les pays d'Afrique, de gérer correctement ça et de gérer au bénéfice des populations. S'il n'y a pas vraiment ces conditions réunies, ça risque d'être un outil. Mais sincèrement, vous pensez qu'elles sont réunies, ces conditions, ou pas ? On est en train, nous, on se mobilise pour qu'elles soient réunies. Mais maintenant, c'est pas évident, forcément, qu'elles le soient. Alors, 12 ans de campagne, quand même, 2002 à peu près. Qu'est-ce qu'on en tire, là, comme premier bilan ? Parce qu'il y a certes la problématique des États et des gouvernants africains qui doivent jouer le jeu, mais il y a aussi les multinationales qui doivent jouer ce jeu-là de la transparence. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque cette campagne a été lancée, il y a eu un succès mitigé, mais un grand succès quand même immédiat. Ça a été le lancement de l'initiative pour les transparences des industries extractives. Donc, c'était à l'initiative des pays du G8, notamment de Tony Blair à l'époque. Et donc, c'était l'idée de mettre ensemble, autour d'une même table, les compagnies, les gouvernements des pays de production et les organisations de société civile, les ONG, les syndicats, etc. Et donc d'avoir, pour discuter à la fois des standards de publication, comment on allait publier ce qui était versé par les compagnies d'un côté, et les gouvernements avaient aussi à publier ce qu'ils recevaient de la part des compagnies, et on comparait. Et on a eu parfois des surprises assez rigolotes où il y avait des écarts de 30%, c'est arrivé au Congo-Brazzaville par exemple. Sur cette initiative était très intéressante parce que c'était très novateur et très nouveau de mettre ces acteurs ensemble autour d'une table et de façon assez publique. C'est la même chose, donc ça se faisait à la fois au niveau des pays de production, mais aussi au niveau international pour avoir des règles un peu uniformes. Mais cette initiative n'était que volontaire, c'est-à-dire que on n'y allait que ceux qui voulaient y aller. Donc pour les organisations de société civile, c'était pas suffisant. Pas trop de soucis. Les compagnies y sont allées quand même en disant un truc volontaire, on pourra quand même y aller tranquillement sans trop se mouiller. Et au niveau des gouvernements, là, ça a été plus compliqué. Et donc, bon, ça a quand même porté ses fruits. Ça n'a pas été facile forcément pour notamment les militants de société civile dans les pays de production. Certains ont été en prison, certains ont connu l'exil, des menaces, etc. Et alors, ça a avancé chez nous aussi. L'UE a diffusé des directives en 2013, donc là, qui vont être appliquées, c'est obligatoire, d'ici les 2 ans qui viennent. Voilà, et c'est là où on a reçu, là où il y a eu plus de réticence de la part des compagnies, c'est que il y a eu, quand ça devient obligatoire, là, ça coince un peu plus. Et donc, les compagnies ont notamment voulu que ce ne soit pas au niveau local, la publication, mais au niveau national et global. Donc chaque pays. Au niveau de chaque pays, oui. Mais nous, ça a été un de nos chevaux de bataille assez important, c'est de l'avoir aussi projet par projet pour que les collectivités, les communautés locales puissent aussi avoir cette information et autour des sites de production, puissent aussi demander des comptes sur les ressources qui sont sorties de leur sous-sol. Donc je disais directive européenne de 2013, est-ce qu'elle a été appliquée dans le champ national, par exemple en France ? En France, ça vient d'être voté, comme on dit, transposé, c'est-à-dire un droit européen qui est transposé en droit national. Il y a cette même... en fait, c'est parti aussi des États-Unis dans le cadre de la loi sur la régulation en 2010, mais ça a pris du retard depuis, et notamment parce que le lobby pétrolier américain a porté plainte contre cette réglementation. Et ça a été transposé au niveau britannique, au niveau français et au niveau allemand. Donc on est à peu près dans les clous. Et donc on aura les premiers chiffres à partir de 2016 sur l'année 2015. Ils seront publics ? Ils seront sur les sites internet des compagnies et normalement on espère que ce sera dans des formats utilisables et qui pourront être facilement diffusés auprès des populations locales. Eh bien, on suivra cette affaire. Merci Grégoire Niaudet, l'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue. Au revoir. Donc voilà, vous avez vu le reportage. Donc, ce fameux projet de la carte à 1 milliard, voilà, c'est un projet qui existe vraiment depuis quelques années, justement vers ces années de 2012, comme par hasard, vers ces années-là, où ils ont commencé à élaborer, d'accord, ce plan-là. Donc, mes bien-aimés, il faut qu'on se réveille parce que eux, ils ne dorment pas. Ils vont tout faire justement pour s'accaparer de la terre d'Issaïa, qui est l'Afrique bantoue. Donc, voilà, soyons vigilants, soyons attentifs, continuons à prier pour les frères qui sont là-bas, qui prient, qui souffrent plutôt.
Et nous devons nous réveiller, nous devons nous soutenir, nous entraider les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, car c'est l'amour l'amour de Yah que nous avons en nous, que nous allons manifester entre nous, qui va se manifester avec une puissance qui va détruire toute arme de nos ennemis. Ok? Toute arme de nos ennemis. Donc voilà, c'était c'était le message que vous n'avez pas pu voir, donc je l'ai refait. Voilà, que vraiment Yah vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Soyez infiniment bénis. Salama.